Il s'agit en fait de comprendre de quelle manière on peut créer un véritable levier de mise à niveau du capital humain au Maroc. Nous faisons face à plusieurs défis. D'accord ? Le défi majeur est la création d'emplois pour un flux démographique important. D'accord ? Qu'il faut non seulement qualifier, mais à qui il faut donner bonne qualification en adéquation avec les demandes du marché. Et lorsque vous analysez le profil des entreprises du tissu économique, 98,8% de ces entreprises sont des PME de moins de 50 salariés. À partir de là, on s'interroge sur l'impact des changements aujourd'hui considérables. Changements qui sont inédits pour la plupart du temps d'une intensité inédite, simultanée, et qui sont des changements d'ordre politique, économique, technologique, environnemental, normatif, légal, et qui font que ces 98,8% d'entreprises n'ont pas structurellement les moyens d'anticiper leurs besoins. Et à partir de ce moment-là, elles n'ont pas la possibilité de connaître a priori quels sont dans les 2-3 ans les métiers et les compétences qui conviennent pour elles. Parce que ces changements présentent effectivement autant d'opportunités que de menaces et qu'elles vont pouvoir, si elles arrivent à les identifier et mettre en œuvre effectivement leurs forces pour transformer, éviter les menaces et transformer ces opportunités en vraie création de valeur. Mais chaque entreprise dans son coin n'est pas en capacité de le faire. Il faut que les entreprises s'organisent. Et donc, l'idée est de les aider à s'organiser sous forme de branches professionnelles. Hein. C'est-à-dire qu'on va essayer d'identifier ou organiser les entreprises qui opèrent dans la même chaîne de valeur. Et segmenter de ce fait le marché de l'emploi le plus finement possible. De sorte qu'un certain nombre d'entreprises réagissent finalement de la même manière aux changements qui vont les affecter, et ces changements multiples. Et donc que ces entreprises de cette branche puissent faire le travail de prospective en termes d'opportunités sur lesquelles elles vont aller, et à partir de là, connaître comment leurs chaînes de valeur vont pouvoir évoluer, comment leurs compétences vont être, comment ces métiers finalement d'avenir vont être traduits en compétences sectorielles, en décomposant en branches le plus fines possible les secteurs. Hein, je parle d'une branche, ça peut être la branche du cuir, chaussures, hommes. Vous voyez, vous avez une vingtaine d'entreprises qui peut-être emploient 1 millier de salariés, mais qui vont être dotés d'un certain nombre d'instruments qui sont réservés aux grandes entreprises, qui sont des instruments de diagnostic stratégique et qui vont leur permettre de comprendre comment elles vont évoluer par rapport aux opportunités portées par ce changement et éviter les menaces qui pèsent sur elles si elles ne font rien. C'est une problématique également qui s'adresse et qui adresse les entreprises qui sont organisées au niveau de bassins d'emploi, au niveau de territoires d'emploi. Donc il s'agit d'un bénéfice aussi bien au niveau d'un secteur, mais également au niveau d'un territoire qui peut voir effectivement des opportunités de spécialisation, donc d'une région, d'opportunités d'intégrer au niveau régional les stratégies nationales, typiquement comme à Tanger, dans la région Tanger-Tétouan,
s'est dégagé sur un projet pilote qui tient compte effectivement de ces mécanismes et de cette approche, qui a fait émerger un pôle de compétitivité autour de l'automobile et autour de la logistique. Donc cela signifie que d'autres territoires peuvent faire la même chose en identifiant, en spécialisant la région, en créant ce qu'on appelle des pôles de compétitivité, de manière à concentrer les efforts autour d'un métier, d'un ou plusieurs métiers, ou d'une ou plusieurs stratégies. Donc la spécialisation des régions avec ensuite le marketing des régions pourrait donner effectivement une dynamique régionale ou un développement territorial, économique territorial pertinent et produit par les acteurs qui sont au plus proche de l'action, c'est-à-dire les entreprises qui sont au niveau des territoires. Et cela procède de la même manière pour les branches. Donc au total, on a un référentiel qui a une double entrée. Une entrée sectorielle, c'est-à-dire de la branche, et une entrée territoriale au niveau des bassins d'emploi qui pourrait effectivement donner et produire de l'intelligence économique au niveau de ces deux dimensions. Et pouvoir être autant de plaidoyer, d'accord, pour la région comme pour la branche, pour pouvoir opérer de véritables constructions à long terme de partenariats publics-privés visant à la création de valeur au niveau de ces deux dimensions. Donc cette organisation, également en termes au niveau de la branche sectorielle et au niveau des bassins des territoires, sont en mesure demain de délivrer une prescription du marché de l'emploi lorsque elles sont consolidées et agrégées au travers de ce qu'on appelle un répertoire emploi-métier et des référentiels emploi-compétences. Et donc c'est ça ce que nous appelons la prescription du marché de l'emploi, et qui est de toute façon dans une vision très court terme. Elle a une portée d'une vision à 2-3 ans. Dès lors, il faut assurer une itération, une récurrence, on va dire, de ces instruments de diagnostic stratégique et d'ingénierie de formation. Parce qu'une fois que vous avez effectivement identifié l'opportunité ou la fenêtre d'opportunité et le repositionnement stratégique que vous allez faire au niveau de la branche, il faut ensuite le traduire en métier et en compétences. Et c'est le volet ingénierie de formation. Et puis une troisième action, c'est la formation et la sensibilisation. Parce que les acteurs qui gèrent au niveau de la branche ces instruments doivent diffuser, disséminer l'information auprès des entreprises qui la constituent de façon plus large. Et être également porteur être force de proposition vis-à-vis des pouvoirs publics. Et construire des plaidoyers de manière à également assurer, apporter un message lié à l'adéquation emploi-formation qui sont ressentis par les acteurs même du marché de l'emploi. Or tous ces instruments que je viens de décrire là sont portés par un véhicule institutionnel qui existe, qui est le GIAC, le Groupement interprofessionnel d'aide et de conseil. Et depuis le 2 juin dernier, sous l'égide du chef de gouvernement, étaient signés les avenants du manuel de procédure des GIAC. Les GIAC, je rappelle, sont des instruments qui ont été institués dans le décret qui crée la taxe de la formation professionnelle et qui sont de véritables instruments de planification. Or, jusqu'à aujourd'hui, elles ont accompagné les entreprises de façon individuelle, mais n'ont pas organisé ces entreprises en termes de branches ou sous forme d'associations d'entreprises en zone d'activité territoriale. La vocation qu'on vient de leur donner au travers de ces avenants, c'est précisément de les doter des mêmes instruments que les grandes entreprises. Puisque c'est d'une part elles qui produisent le plus d'emplois, qui ont les croissances d'emplois les plus importantes, c'est là où il y a le gisement de création d'emplois. Et également, le fait de leur donner ces moyens permet la prescription de ce marché de l'emploi à destination du dispositif de l'offre de la formation, qui lui va effectivement avoir
comme résultat, comme information, qui est une information, l'information qui a de la valeur pour les organismes de formation, dès lors où on leur délivre ce qu'on appelle les résultats d'apprentissage, qui sont attendus par métier. Je peux également assurer une mobilité géographique. Comment? Tout simplement, le fait de pouvoir construire pouvoir traduire les compétences exprimées par la demande par une certification délivrée par l'offre, elle est faite au travers de ce qu'on appelle le cadre national de certification. C'est un instrument que le Maroc aujourd'hui possède, qui a été institué d'abord au travers d'une grille nationale qui comporte 8 niveaux. Grâce à la grille et les différents niveaux qui sont décrits par ces fameux descripteurs de compétences, les 6 descripteurs de compétences et ces résultats d'apprentissage, je suis du côté de l'offre, je sais exactement quel diplôme a besoin le marché de l'emploi. Je ne vais pas surproduire ou sous-produire parce que j'ai une image qui est projetée d'avenir et je vais proposer des filières de formation et des diplômes, donc des certifications, qui sont en lien avec le cadre national de certification. Je voudrais quand même dire 2 mots, c'est qu'aujourd'hui, il s'agit de la pierre angulaire de toute réforme de l'éducation et de la formation. Et si on veut adresser véritablement la question du capital humain et de sa valorisation en termes de capital immatériel, c'est un élément incontournable. 160 pays à travers le monde sont en train d'implémenter leur cadre national de certification. Le Maroc a pris un engagement vis-à-vis de l'Union européenne dans le cadre du statut avancé de mettre en œuvre son cadre national de certification en vue d'un rapprochement du cadre européen de certification. Cela signifie quoi? Cela signifie qu'à terme, si notre cadre national de certification, le cadre national marocain de certification, est référencé au cadre européen de certification, cela va donner la capacité, la mobilité géographique des certifications délivrées par le Maroc, parce qu'elles seront reconnues d'Algeciras à Tallinn, dans tous les pays européens. Et ça donne une formidable opportunité pour la mobilité de nos jeunes d'apprendre et de revenir vers le pays après avoir accumulé des compétences. Ça ouvre des perspectives d'emploi également, que le marché du secteur formel n'est peut-être pas aux capacités d'absorber les 300 000 jeunes, mais si on rajoute effectivement les moins de 15 ans, on est bien au-delà, avec une moyenne de 150 000 emplois créés par an. Donc, en tout cas, ça ouvre des perspectives d'emploi pour des jeunes, avec des potentialités de retour, avec la valeur ajoutée, mais également positionne le Maroc comme une plateforme, je dirais, peut prendre le leadership sur le marché des certifications, parce qu'il aura la possibilité de délivrer des certifications reconnues par l'Union européenne dans le cadre du pacte de la mobilité, ou ce qu'on appelle la mobilité circulaire, la mobilité choisie, qui ferait que des pays africains, des pays de l'Afrique, privilégieront la formation au Maroc, et donc pour pouvoir bénéficier de cette possibilité de faire reconnaître leur certification au niveau de l'espace européen. Mais à l'inverse, les investisseurs vont pouvoir reconnaître également le potentiel que représente le Maroc en termes de capital humain. Parce que le cadre national de certification le permet, parce que nous disposons d'un référentiel national des certifications qui dit clairement ce que représente, quelles sont les compétences, et à quoi elles correspondent et à quel résultat d'apprentissage du marché de l'emploi elles ont été produites. Et donc donne de la crédibilité vis-à-vis de l'investisseur qui aura la garantie, quand il a investi au Maroc, de disposer du même niveau de qualité, d'accord, de la compétence, au même titre que celle qui trouve de certification, gère à la fois une problématique de synchronisation de l'offre de la demande, mais également de régulation par la qualité de la certification.
Parce qu'il assure que les qualités qui sont délivrées sont en relation avec les besoins du marché de l'emploi. Et c'est des relations court terme, parce que de toute façon, elles ont une durée de vie qui doit être de toute façon revue à un certain horizon, parce que le contexte change, les besoins changent, et le cadre national est un élément dynamique qui permet de faire adapter l'offre et la demande et assurer l'alignement de l'offre de la formation, et en même temps d'assurer la formation tout le long de la vie, au travers de la validation des acquis d'expérience professionnelle. Il va permettre effectivement, sur une population importante du secteur informel, pouvoir lui faire valoir ses compétences, d'accord, et donc reconnaître véritablement le capital humain réel qui existe, parce qu'on l'aura évalué et on l'aura certifié, on lui aura donné un diplôme de reconnaissance. On a là deux instruments importants qui sont aujourd'hui déjà engagés dans le processus de réforme du dispositif d'éducation et de la formation et de l'emploi, puisque nous avons à la fois les mécanismes de planification qui sont ces fameux observatoires métiers et compétences de branche et de territoire, porté par un instrument qui s'appelle le GIAC, un véhicule institutionnel qui s'appelle le GIAC, le groupement interprofessionnel d'aide au conseil. Et nous avons déjà aujourd'hui un cadre national de certification, une grille qui a été adoptée depuis février 2013. On a un décret du chef du gouvernement qui institue le comité national du cadre national de certification, qui doit mettre en œuvre ou qui doit décliner sur le plan opérationnel, je dirais, des mécanismes que je viens d'évoquer.